Salut à vous, les amoureux et amoureuses de l'amour et de Mariés au premier regard. Je suis Juliette et je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'épisode 2 de la saison 9. On ne va pas juste décortiquer les émotions et les rebondissements, on va aussi analyser les relations à travers le prisme des normes de genre, des dynamiques de pouvoir et des enjeux d'émancipation. On va commencer avec le couple Jennifer et Kane. Est-ce qu'on a assisté à un coup de foudre ou à un coup de théâtre ? On va voir en profondeur les premiers signaux et les attentes mutuelles. Ensuite, on parlera de Damien et Ilona, le nouveau couple de cet épisode. Est-ce que les exigences masculines sont le reflet d'une société patriarcale ? C'est la question qu'on va se poser en découvrant ce couple. Et pour finir, on parlera de Coralie, notre cher Coco et Monsieur 78%. Et la question que je me pose est, est-ce que l'émancipation de soi est le plus beau cadeau de mariage que pourrait recevoir Coralie ? C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de cette incroyable connexion à laquelle on a assisté entre Jennifer et Kane, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos sur Mariés au premier regard et d'autres dating shows que je commente et décortique. Commençons donc avec Kane et Jennifer. Est-ce qu'on a assisté à un véritable coup de foudre en 4K devant nos écrans lundi soir ? Alors, franchement, j'ai envie de dire oui. Pour moi, ça a été un coup de foudre quasi instantané. Dès les premières secondes, tout le monde l'a ressenti. Eux l'ont ressenti et nous l'avons aussi ressenti. Alors, coup de foudre, je vais peut-être un peu relativiser mes propos. Je pense qu'il y a eu une très forte attraction physique entre ces deux-là et qu'ils ont très bien su se rassurer aussi dans les premiers instants. Est-ce que ça va suffire pour créer une relation stable ? À voir, à voir. On les retrouve donc au moment où Kane avait interrompu la cérémonie à la fin de l'épisode de la semaine dernière pour dire « Attendez, il y a quand même quelque chose qui me pose problème ». Et qu'est-ce qui posait problème à ce cher Kane ? C'est qu'il n'avait pas pu poser le genou à terre pour demander officiellement à Jennifer de devenir sa femme. Il a donc complètement saboté le concept de l'émission et elle lui a dit oui avant même la cérémonie puisqu'il a mis son genou à terre. Il lui a fait sa demande en mariage, elle a répondu oui, donc on savait déjà que c'était plié pour la suite. Au moins on nous l'a fait un peu en accéléré cette partie-là. C'était mignon, je pense que ça a rassuré Jennifer. Et surtout... ça l'a mise à l'aise et donc au moment du premier bisou, elle lui a fait un petit bisou tout en se cachant pudiquement avec son éventail pour ne pas que sa mère puisse voir ce bisou-là. Par respect, je pense que c'est pas un geste à surinterpréter non plus. On entend les voix en voix off, Kane et Jennifer qui font leur premier retour sur cette première rencontre. Et Kane confie « Je suis intimidée par sa beauté. Elle est celle dont j'ai toujours rêvé. » Waouh ! Mais je note quand même que pour le moment, on reste à l'apparence physique. Est-ce que ça va suffire ? Jennifer, elle, de son côté, dit « Je suis touchée et vois en cet acte du courage, ce qu'il me plaît. » Jennifer est attirée et intéressée par l'audace de Kane. Je me pose quand même une question. Ce geste romantique à l'ancienne peut sembler idyllique et très romantique. Mais il véhicule aussi une image très traditionnelle du couple. Est-ce que c'est pas pour Kane une manière aussi de tout de suite imposer sa manière de voir le couple ? Il veut être l'homme de la situation, il veut être le mari provider. Est-ce qu'il cherche réellement une relation équilibrée et équitable ou plus une relation où lui prendra en charge son épouse ? Je me le demande et ce petit épisode de l'éventail me renforce un petit peu cette inquiétude-là. Donc à un moment, il fait très chaud, ils sont encore sous le soleil à attendre pendant la cérémonie. Et il prend l'éventail pour faire du vent à Jennifer et après elle lui dit « Non mais attends, je t'en fais aussi ». Et il lui dit « Non, non, c'est toi qui as besoin de vent, pas moi ». Et je me dis toute cette pression et cette vision qu'a Kane sur le mariage de il faut que lui soit l'homme fort pour pouvoir prendre en charge sa femme, sa famille aussi parce qu'il sait qu'il est beau-père. Est-ce que ça va pas un peu lui porter préjudice parce que ça va devenir un fardeau pour lui et il va se perdre lui et ses sentiments dans ce poids qu'il se met sur les épaules. Et il va peut-être aussi repousser les velléités de Jennifer de prendre en charge les choses. Jennifer qui est une femme extrêmement autonome puisqu'elle vit seule depuis très longtemps, elle a élevé sa fille seule. Ça me fait quand même un peu tiquer, on verra par la suite. Ensuite, on a Estelle qui nous annonce que c'est le 50e oui de l'émission. Alors, là j'ai été perdue. Mon cerveau très mathématique a été perdu parce que on nous dit que la voix off nous dit que c'est le 50e mariage, Estelle nous dit que c'est le 50e oui. Non, dans un mariage, il y a 2 personnes qui disent oui, donc techniquement Estelle c'est le 100e oui, mais bref, c'est pas grave, on te pardonne, c'est l'émotion et le soleil parce qu'il fait très chaud.
Donc ils sont très contents, mais bon, après 50e oui, elle n'a pas précisé combien de couples étaient encore ensemble. Ce n'est pas 50, hein. Ensuite, on a la séance photo. Et donc, nouveauté cette année, ils font la séance photo sur le lieu du mariage. Tant mieux, parce que comme ça, ils peuvent tout de suite le faire. Ils ne sont pas obligés de faire un moment dans la voiture pour faire la séance photo, puis reprendre la voiture pour aller à la réception. Je pense que ça simplifie un petit peu toute la logistique du mariage. Et donc, cette séance photo reste dans la lancée de ce qu'on avait vu, donc une très très grande aisance et complicité physique, de la séduction, du flirt même. Ils sont très à l'aise tous les deux, ils se plaisent physiquement et ça se voit. Et au moins, on va dire que c'est agréable à regarder pour nous en tant que téléspectateurs et téléspectatrices. On n'est pas en apnée à se dire non mais quand est-ce que ce moment infernal va terminer, comme ça arrive souvent dans les séances photos juste après le mariage dans cette émission. Jennifer, elle se confie à Kane assez vite, elle lui dit « Je t'imaginais exactement comme ça ». Et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Donc je trouve que c'est une belle déclaration, mais je me dis, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'enflammer un peu vite, la Jennifer ? Après, c'est le jour de son mariage, franchement, elle a le droit. Elle a le droit. Dans la voiture, après cette séance photo qui s'est super bien passée, où ils se sont refait un bisou, vraiment, ils étaient très à l'aise tous les deux, où Estelle avait rien à faire, du coup, elle était là dans le coin, elle avait rien à faire, tout se passait très bien. Ils discutent un petit peu et ils parlent de 2 sujets qui peuvent peut-être devenir problématiques par la suite dans leur couple, de la fille de Jennifer, donc Joyce qui a 13 ans, et de Kane qui du coup se dit « Ah ben, je deviens mari, mais je deviens beau-père, et je prends ça au sérieux ». Il prend très à cœur toutes les responsabilités que cela implique, et il se dit « Bon bah, il faut que ça se passe bien avec ma femme, il faut que ça se passe bien avec la fille de ma femme aussi ». Je pense qu'il veut rassurer Jennifer, mais en même temps, il veut lui montrer aussi que ça lui met une certaine pression. Mais Jennifer, elle écoute. Je pense qu'elle savait que ça allait être peut-être une petite chose pour lui, mais là, pour le moment, c'est pas la priorité. Enfin, ils vont se concentrer sur leur première soirée, sur leur voyage de noces, et puis la question de la fille, je pense, reviendra un peu plus tard, au moment où ils vont retourner dans leur vie. Et puis le deuxième point qui a aussi été un peu peut-être problématique pour Jennifer, c'est d'apprendre que Kane s'était séparé il y a 6 mois. Mais je l'ai trouvé cette conversation très prometteuse aussi de leur manière de communiquer, parce qu'elle lui dit « Ah bon, que 6 mois, mais t'as eu le temps de passer à autre chose ?» Et lui, il dit « Oui, oui, complètement, t'inquiète pas, je suis tout à fait disponible pour cette relation. » Et Jennifer a dit « Ah bah super !» Et il lui dit « Ah bah tu réagis bien ?» Elle dit « Ben oui, en même temps, il faut que je te fasse confiance, sinon ça sert à rien de partir dans un mariage ensemble. » Donc plutôt bon point, plutôt très bon point, surtout que nous, comme on a vu un peu plus d'infos sur Kane, on sait qu'a priori il est digne de confiance. À voir par la suite, hein. Mais donc plutôt positif quand même, ça se passe bien, il y a une aisance dans leurs échanges. Ils arrivent à la réception, ils arrivent en dansant, ils sont contents, la famille est contente, tout le monde est content, c'est agréable à regarder, c'est un beau moment, franchement on a l'impression nous aussi de participer à ce bon moment, c'est agréable. Et Kane fait un petit discours où il dit qu'il a eu un coup de foudre au mariage. Alors du coup, tout le monde est content, Yvette est rassurée, et moi si Yvette est rassurée, je suis rassurée aussi. Yvette, c'est la mère de Jennifer. Ensuite, Kane, il débriefe un peu avec ses amis pompiers. Ses amis lui disent « Alors, ça va, t'es content et tout ?» Il dit « Ouais, franchement, ça va. Même dans la voiture, c'était bien, tout va bien, tout se passe bien et tout. » Donc, vraiment positif. Kane part à la rencontre d'Yvette et de Joyce, donc la mère et la fille de Jennifer. Et Joyce lui dit « Alors, ça t'a fait quoi quand t'as su qu'elle avait une fille ?» Et il a dit « Ben écoute, je m'y attendais pas, mais maintenant que t'es là, on va faire avec, tout ira bien. » Ils discutent un peu, elle le vouvoie, donc il la taquine un peu, ils font de la boxe tous les deux, donc ça va, ça semble très bien parti. Je souligne quand même la maturité de Kane, je trouve, qui en plus en voix off nous confie qu'il a plein de questions qu'il a envie de poser, mais il veut faire les choses pas à pas et ne pas précipiter les choses, et que à chaque moment viendra son lot de questions et d'interrogations, et je suis vraiment pour le moment impressionnée par sa maturité. Et Jennifer, pareil, je trouve qu'elle est très à l'aise, elle va vers sa belle famille, elle laisse aussi à Kane sa place parce qu'elle est assez quand même entreprenante et dynamique, et ça d'ailleurs Kane le souligne à un moment, il dit « Ouais, elle a beaucoup d'énergie, même un peu plus que moi ». Et je me dis que ça sera peut-être aussi un petit point de friction par la suite. Mais ce que j'ai apprécié avec Jennifer, c'est qu'elle s'est montrée telle qu'elle était.
Enfin, nous, tel qu'on l'avait vu dans son portrait et dans les images filmées avant le mariage, elle était comme ça à son mariage. Donc elle a aussi tout de suite montré qui elle était. Elle vient vraiment dans une démarche d'honnêteté à fond, quoi. Et je trouve ça chouette. Et Jennifer, on la voit aussi parler avec ses amis, dire que elle a un peu la pression qui monte pour la nuit de noces, parce que je pense que Kane lui plaît beaucoup. Et ça fait 8 ans, elle nous l'a dit, ça fait 8 ans. Et donc, elle est contente, mais elle a un peu la pression. Elle a un peu la pression pour la nuit de noces. Donc, on nous a un peu laissé sur ce petit suspense. Est-ce que la première nuit entre Kane et Jennifer va bien se passer ? Est-ce que Kane va comprendre les appréhensions de Jennifer ? Est-ce que Jennifer va les dépasser ou va avoir besoin de temps ? Comment tout ça va se dérouler ? On saura la semaine prochaine. Donc, mon petit bilan sur ce couple, hyper positif. Je dirais que ce qui est bien, c'est que Kane semble prêt à assumer son rôle de beau-père et comprend ce que cela implique. Mais je me demande quand même, est-ce que ça va pas lui mettre trop de pression de devoir gérer cette nouvelle dynamique familiale ? Surtout qu'il a l'air de vraiment mettre la barre très haute sur ce qu'il attend de lui. Donc c'est mon petit bémol. Quand même, point très mignon, ils font une petite photo tous les trois dans le photomaton du mariage. Donc ouais, je trouve ça c'est un beau premier pas. En tout cas, c'est un beau premier pas. Tout le monde est rassuré et ils vont pouvoir commencer la relation sur de bonnes bases avec des bons a priori sur les autres, quoi. Voilà, grand moment aussi de ce couple, c'est leur première danse sur la chanson At Last d'Etta James, donc que Jennifer a choisi, et At Last ça veut dire enfin. Enfin, il était temps. Et je pense que ça traduit exactement la mentalité et l'état d'esprit de Jennifer, parce que ça fait 8 ans quand même, elle nous l'a beaucoup rappelé. 8 ans, c'est long, 8 ans. Et donc on lui souhaite que ça marche, que ça valait la peine d'attendre 8 ans. Kane et Jennifer, ça démarre sur les chapeaux de roue, mais ils ont quand même de nombreux défis qu'ils devront dépasser au fur et à mesure de leur relation. Est-ce que ce coup de foudre et cette attirance physique initiale va suffire pour surmonter tous ces obstacles ? On passe ensuite à un deuxième couple qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, qu'on découvre ce soir, donc Damien. Damien qui cherche l'amour avec Marie au premier regard depuis 3 ans, mais Estelle ne lui trouve personne parce que ses exigences sont trop élevées. Et Ilona, qui est donc la femme qui, a priori, pourra combler les exigences de Damien. Donc, on en apprend un peu plus sur Damien. Il est très exigeant, il a 40 ans, il est boxeur professionnel et coach sportif. Enfin, non, il était boxeur professionnel et maintenant il est coach sportif. Et il attend une relation parfaite, une femme parfaite, pas de dispute, tout qui va bien. Il a des exigences extrêmement hautes et irréalistes. On le voit discuter avec Estelle à un moment et Estelle lui dit « Écoutez Damien, je ne suis pas le Père Noël ». Ça souligne quand même un peu l'absurdité des critères de Damien parce que ça remet vraiment le truc de Damien se comporte un peu comme un enfant gâté qui voudrait un jouet idéal, un jouet parfait, une liste de jouets interminable, et c'est pas possible en fait, parce que ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Il dit à Estelle, oui, non mais ça je commence à comprendre que j'ai peut-être placé la barre un peu haut, et Estelle dit, ah bah ok super, du coup c'est bon, je pense que c'est bon, je peux vous trouver quelqu'un. Bon, j'imagine que ça c'était la partie filmée, que ça a été peut-être un peu plus profond sans les caméras, mais j'ai l'impression quand même qu'il dit « oui, je cherche le mouton à 5 pattes », enfin ça c'est sa mère qui le dit, je cherche quelqu'un qui correspond à tous mes critères, mais il remet pas vraiment en cause tous ces critères. Donc il dit qu'il est prêt à faire des concessions, mais sur quoi, j'aimerais bien savoir. Je trouve ça quand même encore un petit peu problématique qu'il ait toutes ces exigences et qu'il ne sache pas pourquoi il ait ces exigences, qu'est-ce qu'il cherche au fond, qu'est-ce qu'il cherche comme relation. C'est pas qu'est-ce qu'il cherche comme personne, mais qu'est-ce qu'il cherche comme relation. Donc pourquoi est-ce aux femmes de devoir correspondre à des standards masculins irréalistes ? Parce qu'en plus, le pire, c'est que Ilona, quand on la découvre, donc Ilona, 36 ans, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et qui est maman d'une petite fille de 6 ans, à un moment, on lui dit quels sont vos 3 critères principaux pour un homme ? Elle dit quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui soit fidèle et quelqu'un qui ait de l'humour. Donc l'humour, ok, mais qui me respecte et qui soit fidèle, en fait, c'est juste, on va dire, un petit peu les bases d'une relation. Enfin, à partir du moment où tu as posé la fidélité comme un critère de ta relation, ça fait partie du respect aussi. Donc on va dire, c'est même pas des critères, en fait, c'est juste la base.
Donc c'est elle, pour le coup, a des critères très bas. Donc ce grand différentiel entre lui qui a ses exigences extrêmement élevées et elle, en fait, qui veut juste un mec qui est prêt à s'engager, parce qu'elle en a marre des mecs qui ne cherchent pas à se poser, elle veut juste quelqu'un qui est prêt à s'engager. Le gap est immense et un peu inquiétant. Donc, on en apprend un petit peu plus sur Damien. Donc, il était petit, enfin, il est petit, on nous a pas dit sa taille. Peut-être qu'il voulait pas la communiquer, mais il est petit et il en a beaucoup souffert dans son enfance et son adolescence. Il a été beaucoup harcelé. Et d'après Marie Tapernou, une des deux expertes, sa recherche de la perfection est une réaction à ce passé où il a souffert en fait d'être harcelé. Et il veut aujourd'hui construire une vie parfaite pour qu'il n'y ait plus aucune faille pour qu'on puisse un jour se moquer de lui. Ce qui est aussi une réalité. Damien nous confie aussi qu'il veut construire une vie de famille et que son horloge biologique lui dit que c'est l'heure. Moi, j'ai toujours un petit souci avec les personnes qui cherchent à se mettre en couple pour avoir des enfants. Parce que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à ce qu'ils cherchent de leur partenaire plus qu'un coparent, plus que quelqu'un avec qui ils veulent élever des enfants? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette personne-là? Et je ne sais pas si lui, il le sait exactement, puisque en plus, il a ce passif d'avoir des exigences tellement folles qu'il n'a jamais peut-être pu vraiment se confronter à ses besoins dans une relation. Donc j'ai quand même beaucoup de petites appréhensions par rapport à son profil. Il est très proche de ses parents, et après, sa mère lui dit qu'il cherche un mouton à 5 pattes, qu'il est un peu trop exigeant. Donc au moins, je me dis, ses parents sont là aussi pour lui rappeler les choses, donc c'est plutôt un bon point. Quand Estelle lui annonce qu'il va se marier et qu'il a une compatibilité à 79% avec une jeune femme, il est super heureux, ses parents sont super heureux, donc a priori c'est quand même assez positif, même si, vu son profil, je vois mal un mariage qui durera avec cette personne-là, parce que pour moi, il y a des problématiques qui ne sont pas résolues, en fait, qui ne peuvent pas être résolues par un coup de baguette magique. Tout d'un coup, il ne s'est pas dit « Ah tiens, oui, il me faut moins de critères ». Sois précis, en fait. Sur quoi tu es prêt à faire des concessions, qu'est-ce qui prime vraiment pour toi? Alors lui, pareil, il dit « Ce qui est important pour moi, c'est la générosité de la personne, c'est qu'elle aime vivre des aventures, etc. » Ça suffit pas vraiment comme critère. Faudrait plutôt se dire quels sont tes besoins dans la relation et questionner aussi ces besoins-là. Si tu as besoin d'une présence et de quelqu'un qui fasse les tâches ménagères, ne cherche peut-être pas une femme tout de suite. Si tu as besoin d'une personne avec qui vraiment partager des aventures, vivre au quotidien, dont tu veux dont tu veux aussi t'occuper d'une certaine manière et dont tu attends qu'elle aussi s'occupe de toi, s'occuper dans le sens prendre soin de toi, pourquoi pas? Mais bon, j'ai quand même, voilà quoi, Damien me pose un peu problème. Ilona, elle, donc comme je le disais, elle a une fille de 6 ans, elle a 36 ans, elle a testé les sites de rencontres, mais elle n'a jamais trouvé d'homme qui était prêt à s'engager. Et aujourd'hui, elle, c'est vraiment ça qu'elle veut, un homme prêt à s'engager, respectueux, fidèle. Elle raconte aussi que le père de sa fille était l'homme de sa vie, mais qu'un jour, il lui a dit je ne suis plus heureux dans cette relation » et qu'il l'a quittée. Ilona, elle est aussi extrêmement proche de ses copines et de sa bande d'amis, et donc elle est réunie avec ses amis pendant que Marie l'appelle et lui annonce la compatibilité à 79%, et elle est super heureuse, ses copines aussi, c'est la joie. Ensuite, ils vont choisir leur tenue de mariage tous les deux, chacun de leur côté. Et alors, le premier essayage ne se passe pas bien ni pour l'un ni pour l'autre. Finalement, Damien, il trouve son bonheur dans sa deuxième tenue et Ilona dans sa troisième robe. Franchement, moi, vraiment, je suis hyper nulle en robe de mariée. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes, quoi. Mais bon, je vois qu'au début, elle n'est pas contente, après, elle est contente. Bon, pour moi, elle a essayé 3 fois la même robe, mais elle est contente, donc c'est l'essentiel. On apprend qu'ils sont à ce moment-là, qu'ils sont tous les deux assez, on va dire, insécures, mal à l'aise avec leur physique, un peu complexés. Et donc c'est un point qui peut soit les rapprocher, soit qui peut les éloigner, parce que chacun attendra peut-être que l'autre le rassure et le conforte, mais sera trop occupé sur ses propres insécurités pour rassurer l'autre. Donc à voir, c'est un peu, comment dire, on ne peut pas trop prévoir à l'avance comment ils vont aborder ça. Ensuite, on apprend, grande nouvelle qui n'est pas à négliger, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi les casteurs, les monteurs, les producteurs et toute l'équipe qui s'occupe de cette émission n'ont pas tilté un peu avant. Les parents d'Ilona sont contre cette émission et ne veulent absolument pas être filmés parce qu'ils n'adhèrent pas au concept et qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, on nous laisse là-dessus, en fait, et on nous dit aussi que 4 jours avant le mariage, elle va avoir une rencontre qui va changer le cours de son expérience
Et ça nous laisse un peu dans la perplexité et l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et ça m'énerve, moi, quand il y a des situations qui sont gâchées par un événement extérieur, parce que en fait, ils n'avaient pas assez anticipé, les producteurs. Mais bon, on verra. J'ai pas les tenants, les aboutissants. Je vais pas m'énerver aujourd'hui. J'attends la semaine prochaine. En tout cas, j'étais contente de rencontrer ce futur couple dans lequel je ne crois pas trop, parce que les deux m'ont l'air dans des situations quand même assez compliquées. Le fait que Ilona ait si peu d'exigences et Damien autant d'exigences est assez révélateur quand même, globalement, des dynamiques de couple hétéro, en tout cas de nos jours, avec des listes d'exigences interminables pour les femmes, enfin que les hommes ont envers les femmes, mais elles, pas du tout. Et en fait, elles veulent juste du respect et de, de la base, quoi, du respect de base. Enfin, pas toutes, hein, c'est une tendance, bien sûr. Mais en tout cas, la Ilona, elle représente vraiment ce côté-là. Et, euh, et en même temps, si Ilona était venue avec elle, la liste d'exigences qu'avait Damien, et on en a eu des candidates comme ça dans Marie au premier regard, alors elle aurait été une fille qui se prend pour je sais pas qui a l'impression qu'elle est meilleure que tout le monde, qui est très exigeante et qui ne trouvera jamais l'amour si elle fait pas de concessions. Il y a quand même un deux poids deux mesures au niveau des exigences par rapport à l'autre qui est assez préoccupant, et surtout, encore une fois, pour moi, en fait, la question ne se pose pas en termes d'exigence sur l'autre, mais sur la relation qu'on va avoir. Qu'est-ce que tu attends dans ta relation aussi? Alors bien sûr, il faut que l'autre aussi ait des traits de caractère, des pensées, des positions, des valeurs qui te correspondent, mais il faut aussi réfléchir quelle relation tu veux. Alors ils le disent un peu, là, tous les deux cherchent une relation faite de voyage et d'aventure, et de générosité. Mais au quotidien, tu fais pas des voyages et des aventures. Enfin, très bien, tu peux partir quelques week-ends, quelques voyages dans l'année, mais au jour le jour. Enfin, ça veut dire quoi, générosité? Ils vont s'inscrire au Resto du Cœur, le faire en couple? Pourquoi pas? Ça pourrait avoir du sens, mais concrètement, comment va s'organiser leur quotidien? C'est aussi ça qu'il faut se demander. Est-ce que, encore une fois, là, on a une femme qui a déjà un enfant. Est-ce que Damien, il est prêt à accueillir une femme qui a déjà un enfant? On l'a pas entendu là-dessus, j'aurais bien aimé l'entendre. Comment est-ce qu'il envisage le rôle de beau-père? Ça aurait été intéressant de nous le montrer aussi, comme pour Kane, hein, d'ailleurs. C'est pas... Enfin, Kane, il l'a bien compris, je trouvais. Il l'a bien... Il avait dit, à un moment, Jennifer lui dit, est-ce que toi t'avais dit que tu voulais une femme avec un enfant? Il a dit non. Donc déjà, en fait, les expertes, elles n'ont pas respecté sa volonté de ne pas avoir de beaux enfants. Et il le dit très bien, il dit c'est une immense responsabilité, je ne suis pas juste mariée avec une femme, je suis aussi mariée à sa famille, il faut que ça se passe bien. Il prend conscience de la responsabilité que c'est, et à mon avis c'est un peu pour ça aussi qu'il voulait peut-être pas forcément partir dedans. Et c'est pas juste t'ajoutes un enfant à l'équation, en fait, c'est hyper crucial. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les précédentes saisons que quand il y a un enfant, c'est un vrai sujet. Alors à partir d'un certain âge, tu vois, je pense que peut-être la question ne se pose pas parce que c'est un peu plus évident, enfin un peu plus probable que la personne arrive avec des enfants. Mais je trouve que ce sujet est quand même un peu passé très vite. Genre, ouais, bon, il y a un enfant, mais c'est tout, quoi. Ça va nous faire un peu des rebondissements dans le scénario. Mais pas que, en fait, hein, c'est un vrai sujet. Parlons-en un peu plus profondément. Comment il conçoit son rôle de beau-père? Comment est-ce que l'autre personne souhaite laisser une place à son nouveau partenaire dans la vie de son enfant? Ça aussi, c'est des sujets importants, et j'aimerais bien qu'ils en parlent un peu plus. Voilà, on referme la parenthèse. Du coup, Damien et Ilona, hâte de voir la suite, hâte de voir quel est ce fameux rebondissement qui va tout changer. Est-ce que c'est le fameux couple qui ne va pas pouvoir faire leur mariage? Tellement de questions, vivement les réponses. Et on finit avec Coralie et Monsieur 78%, et ça y est, on connaît son prénom. Je vous le dis pas tout de suite, je fais un peu monter le suspense moi aussi. Et donc, Coralie, la question que je me suis posée là vraiment en regardant l'épisode de cette semaine, c'est est-ce que l'émancipation de soi ne serait pas le plus beau cadeau de mariage qu'elle pourrait se faire à elle-même? Parce que cette semaine, on était un peu plus concentré sur vraiment Coralie, sa dynamique familiale, son histoire, plus que sur les cap ou pas cap de Monsieur 78%. Et ça nous a permis aussi de voir un peu qui était cette personne, euh, son histoire, les problématiques aussi qu'elle rencontrait elle personnellement. Et il y en a pas mal. On recommence quand même avec une petite info sur Monsieur 78%. On apprend donc, mais je crois qu'il nous l'avait dit la semaine dernière, mais que je n'avais pas retenu cette info, qu'il a failli mourir dans sa vie. Il a eu un moment, on ne sait pas exactement comment, mais il a vu la mort de très près, et c'est ce qui lui a donné envie de vivre la vie aussi intensément, et du coup de faire ses grands défis, cap ou pas cap, etc. Ok, ça met un peu de contexte, du coup, on va dire c'est un peu rassurant.
On a aussi le premier truc là qu'il lui offre au début de cet épisode, c'est une lettre où il se confie un peu, et ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce que du coup, il n'est pas juste en train de la mener à la baguette, ce qui était un peu le sentiment que j'avais dans le premier épisode, mais il s'ouvre aussi un petit peu et il lui donne un peu aussi de lui. Donc ça m'a un peu calmée sur Monsieur 78%, mais je suis toujours en alerte. Je suis toujours en alerte. Parce qu'encore une fois, c'est un peu du love bombing qu'il lui fait, comme j'ai vu que beaucoup de personnes avaient noté sur TikTok et sur les réseaux sociaux en réaction à ce fameux Monsieur 78% qui nous a tous laissé pas du tout indifférents, enfin pas du tout, qui nous a tous, qui n'a laissé personne indifférent. Il a quand même un déferlement d'attention et de compliments qui peut un peu sentir la manipulation. Donc on est quand même un peu alerte. Voilà, on verra. Ensuite, on entre dans le vif du sujet des grandes problématiques que rencontre Coralie, qui est donc extrêmement fusionnelle avec sa sœur qu'elle a élevée plus ou moins au moment de la maladie de son père et de la mort de sa mère. Et donc sa sœur qu'elle appelle mon bébé, mon cœur, enfin c'est une relation fusionnelle vraiment. On apprend que l'employeur de sa sœur ne souhaite pas qu'elle soit filmée, donc elle ne pourra pas être là pour l'essayage de la robe de mariée. Donc à ce moment-là, Coralie dit bon, c'est pas grave, je sais qu'elle pourrait être là au mariage, enfin, il y a de l'espoir pour le mariage en tout cas, c'est un petit coup, mais ça va, ok, on y va quand même, on va à l'essayage de la robe de mariée. Donc elle y va avec 2 amis à elle, mais sans sa sœur, ce qui est quand même extrêmement perturbant pour elle, et un peu trop perturbant pour elle. Et là, Estelle, donc l'experte, nous fait un petit commentaire en voix off qui nous dit que voilà, elles ont une relation fusionnelle depuis la mort de leur mère, et en fait, Coralie, elle, ce qu'elle ressent, c'est de la perte de soi. C'est le terme qu'elle a utilisé. En gros, elle n'existe plus pour elle-même, elle existe pour le binôme qu'elle forme avec sa sœur. Et donc c'est perturbant pour elle quand sa sœur n'est pas là. Elle dit qu'elle a besoin de son approbation pour tout. Et c'est difficile pour elle de faire ses décisions seule. Elle a quand même donc ses 2 amis qui sont là et qui lui donnent une lettre que lui a écrite sa sœur. Donc ça l'émeut beaucoup, elle est très triste. Et sa sœur, on dirait qu'elle essaye de pousser un peu Coralie quand même vers son émancipation aussi, parce que sa sœur, elle s'est mariée, elle a construit sa vie de famille. Et elle lui dit, vas-y Coralie, autorise-toi à voir la lumière sur toi, autorise-toi à vivre ce moment, maman serait fière de toi. Voilà, elle lui fait une petite lettre bien tire-larme, bien, tout le monde est ému. Et puis en fait, Estelle nous redit aussi que Coralie, comme elle est perdue dans cette relation, elle ne sait plus ce qu'elle aime, elle ne sait plus qui elle est au fond. Enfin, elle sait qui elle est, mais elle a du mal à s'affirmer. Et que en fait, sa sœur la pousse aussi un peu dans cette expérience parce qu'elle sait bien que ça sera pour elle l'opportunité de s'affirmer et de dire voilà, moi je suis Coralie et je choisis cette robe et je choisis ou pas de dire oui ou non à cet homme et je vis mon histoire à moi toute seule, Coralie. Je pense que l'histoire de Coralie, elle est assez touchante et aussi il y a beaucoup de personnes et de femmes qui peuvent s'y identifier, qui à un moment en fait se sont oubliées pour quelqu'un d'autre, que ça soit des jeunes frères et sœurs, que ça soit des enfants, que ça soit un proche malade qu'il fallait aider, que ça soit même dans leur travail, qui ont arrêté d'exister, ou pour un ancien partenaire aussi, qui ont arrêté d'exister pour elles-mêmes en fait, pour vivre au service des autres. Donc c'est un peu le travail de care poussé à son extrême, qui fait qu'on est tellement au service des autres qu'on n'existe plus pour soi-même. Et donc Coralie représente un peu ça à l'écran. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ça. Et donc on assiste un petit peu peut-être à ce cheminement émancipateur de Coralie. C'est intéressant, je trouve ça assez intéressant. Mais j'attends quand même de voir où ça va nous mener avec Monsieur 78%, parce que je crains une sorte de... comment dire, de vent qui tourne et qui fasse que Coralie va finir effondrée. Et du coup, ce serait pas du tout intéressant. Enfin, quoi que ce serait, peut-être ça montrerait l'exemple à ne pas suivre, mais bon. Donc Coralie essaye sa première robe, elle dit des choses qui vraiment me brisent le cœur et me font dire mais c'est fou, enfin c'est pas fou, c'est réel, pourquoi elle a aucune confiance en elle comme ça quoi. Et c'est parce que y a tellement de pression aussi que t'es jamais assez. Donc elle dit J'aimerais me sentir à la hauteur, elle manque beaucoup de confiance en elle, elle essaye sa première robe, ses copines adorent, elle envoie une photo à sa sœur et sa sœur lui dit ouais bof, du coup elle arrête l'essayage, elle est en pleurs, elle est effondrée, l'essayage s'arrête, elle ne prendra pas cette robe là, elle dit à un moment il y a sa copine qui essaye de la ressaisir, qui lui dit oh là, oh Coralie, c'est ton moment, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vas porter cette robe, c'est pas ta sœur, comment tu te sens là, est-ce que tu te sens jolie? Et Coralie dit je ne sais pas si je me sens jolie ou pas.
Et du coup, l'essayage s'arrête et je commence à saisir l'ampleur de la situation de Coralie et de à quel point elle s'est perdue et elle n'a plus confiance en elle puisqu'elle ne sait pas qui elle est. Comment tu peux avoir confiance en une chose, enfin en une entité que tu ne connais même pas? Donc c'est quand même comment dire, c'est assez énorme, je trouve, quand même, sa situation et l'endroit où elle en est. Encore une fois, elle a l'air aussi dynamique et pleine de joie de vivre et une force de la nature, enfin, je sais pas. Et une personne qui se laisse pas abattre non plus. Mais encore une fois, je trouve que c'est une personne qui me semble quand même assez fragile. Est-ce que c'est une bonne idée de lui faire vivre ce genre d'aventure? Je sais pas. Alors ils essayent de nous dire oui, c'est pour son émancipation et tout, mais je sais pas, j'ai des doutes. On apprend ensuite que, malheur de malheur, sa sœur ne pourra pas assister à son mariage, donc son employeur est entièrement contre. Je me demande si c'est légal, ça d'ailleurs, si ton employeur peut disposer de ton droit à l'image. Mais j'imagine que s'il y a des clauses qui ont été signées dans le contrat, peut-être que ça l'est. Mais ça m'a un peu étonnée. Après, oui, c'est possible. Finalement, elle s'est choisie toute seule une robe qui lui plaît, une robe courte avec un gros nœud, et où elle se sent bien dedans. Donc voilà, elle va dire que Coco fait ses premiers pas vers son émancipation. Elle dit qu'elle a douté de faire le mariage quand elle a su que sa sœur serait pas là, mais qu'en même temps elle s'est dit bon bah vas-y quoi, ça y est, j'y vais à fond, c'est pour moi, je le fais, et que ça a été une sorte de déclic, et que sa sœur aussi lui a dit bah tu vois, au moins là c'est ton choix, c'est toi qui vas le faire. Et Coralie dit oui, c'est vrai que c'est bien parce que si ma sœur avait été là, je me serais retournée pour voir elle si elle me conseillait de dire oui ou de dire non. Donc elle aurait pas fait le choix toute seule. Encore une fois, elle aurait compté sur sa sœur, et donc c'est plutôt un mal pour un bien comme elles finissent par le dire. Et puis elle l'appelle souvent quand même, donc elle n'est pas non plus complètement coupée d'elle. Sa sœur lui dit clairement, texto, tu vas t'émanciper de notre duo. Donc il y a vraiment, cette question est réelle et cruciale pour Coralie. Je me dis quand même, est-ce que pour Coralie, ça va pas être une expérience plus thérapeutique que... pour elle, là, l'enjeu, c'est pas d'être en couple. Pour elle, l'enjeu, c'est de vivre une expérience seule. Du coup, est-ce que si Monsieur 78%, lui, il est là vraiment pour faire un couple, c'est aussi un peu dommage pour lui. Après, je sais pas, lui, on a aussi beaucoup d'interrogations sur lui parce qu'on a juste vu qu'il était un peu à fond dans le love bombing et dans l'incroyable et les cap ou pas cap, mais on sait pas non plus son histoire. Mais je me dis là, quand même, ça nous crée un truc, un binôme de départ assez fragile, quoi. Donc, ouais, Coralie, je sais pas si elle va pouvoir investir en fait ce mariage comme il le faudrait, parce qu'elle sera déjà tellement en proie avec des choses personnelles à gérer, que est-ce que ça va aller, quoi. Enfin, je doute. Je me dis, elle va se retrouver elle-même, mais est-ce qu'elle va avoir la force de faire entrer quelqu'un dans sa vie avec une si forte intensité? À voir. Donc on revient à ce moment-là où Estelle arrive avec la lettre cap ou pas cap de se marier sans se voir. Je me demande quand même, encore une fois, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il n'y a pas parce que tu échanges le consentement quand même, un moment, oui je le veux, oui je le veux. Est-ce que tu pourrais pas dire que le consentement est, n'est pas suffisant si t'as pas vu la personne? Enfin, je pense que le mariage serait pas très légal, hein. Tu pourrais avoir moyen de l'annuler extrêmement facilement sans ça. Mais bon, du coup, en fait, Estelle explique un peu comment elle le ferait. Donc, elle arriverait avec une ombrelle pour se cacher le visage et ne pas voir Monsieur 78%. Et à n'importe quel moment, si elle veut baisser l'ombrelle, elle peut. Donc, elle est quand même assez libre. Mais encore une fois, ça lui met une grande pression à elle qui a déjà beaucoup de choses à gérer. Ses copines, elles sont toujours là pour elle. Elles lui disent écoute, tu sais quoi, si tu veux le faire, t'es joueuse, vas-y. Mais si tu veux pas le faire, t'as le droit. Donc vraiment, les potes de Coco, super, 100%. J'adore. C'est des super copines, je trouve, jusqu'ici. Et, euh, et on ne sait pas encore si Coralie va le voir ou pas avant le mariage, ce monsieur 78%, qui d'ailleurs s'appelle Bruno. J'aime beaucoup ce prénom, du coup c'est pour ça que je me suis un peu ratoussiée avec monsieur 78% aussi cette semaine. Et Bruno, nous on a vu sa famille, parce qu'on a vu le moment où il s'installe sur le lieu du mariage. On a vu son papa, mais on n'a pas vu son visage. On sait juste qu'il a les cheveux un peu gris, donc il est un peu plus âgé, mais après Coralie a 37 ans, donc ça semble, jusqu'ici, ça semble pas problématique. Hâte de voir ce fameux Bruno.
Et puis surtout, hâte de voir la suite des événements. Et puis en fait, oui, le fait que Coralie, elle ait un tel cheminement personnel, une telle émancipation à faire, je me dis, je pense que ça va lui être bénéfique ce mariage pour elle. Mais je ne pense pas que ce mariage va pouvoir aboutir à une relation amoureuse en fait. Et je me demande quand même si le mariage est là pour servir d'outil comment dire, d'outils à son développement personnel d'une certaine manière et à son émancipation. Je pense que si dans ce cadre-là d'une émission, pourquoi pas, parce que voilà, c'est du divertissement, il faut bien qu'il y ait des candidats qui participent et on se doute bien que vu les conditions extrêmes, beaucoup de mariages ne peuvent pas se faire, donc au moins que ça lui serve, on va dire, elle en tant que personne. Mais je sais pas si c'est vraiment réel, je sais pas, parce que tu ressors quand même avec un échec d'une certaine manière. Donc est-ce que tu es vraiment émancipé? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment on peut dire qu'un mariage soit la bonne chose à faire quand on est en recherche d'émancipation. Et bien voilà, cet épisode est fini et j'espère que cette analyse vous a permis de voir Marié au premier regard sous un nouveau jour. Pour conclure, en fait, au-delà du romantisme, il est crucial de questionner les normes de genre et les dynamiques de pouvoir dans les relations amoureuses. L'émancipation de soi est un processus essentiel pour construire des relations saines et égalitaires, mais est-ce que l'émancipation de soi doit se faire pendant un mariage? Je ne pense pas. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de le partager s'il vous a plu. Et surtout, partagez-moi vos réflexions sur ce que j'ai dit dans cet épisode en commentaire en dessous de la vidéo YouTube. À très bientôt pour de nouvelles analyses.